Le couloir d'un immeuble résidentiel tranquille à San Francisco est interrompu par des cris. Un voisin ouvre la porte et s'arrête. À quelques pas, une femme est effondrée contre le mur, le visage et le cou couvert de sang. Deux énormes chiens se jettent encore l'un sur l'autre, les dents découvertes. Leur corps bloque toute voie d'évasion. Quelqu'un crie à l'aide. Un autre compose le 911 avec des mains tremblantes. Chaque seconde compte, mais personne ne peut s'approcher sans être attaqué à son tour. C'est le chaos, la terreur et l'incrédulité tout à la fois. Dans ces derniers moments désespérés, personne ne sait encore qu'il est témoin de l'une des tragédies les plus marquantes et évitables que la ville ait jamais vue. Avant ce jour de janvier 2001, la vie de Diane Whipple tournait autour du mouvement, de la discipline et de la passion. À 33 ans, elle était l'entraîneuse principale de l'équipe féminine de cross au St. Mary's College de Moraga, en Californie, un poste qu'elle avait obtenu grâce à des années de jeu et d'entraînement au plus haut niveau. Née dans le Connecticut, Diane avait été une athlète talentueuse dès son plus jeune âge. L'athlétisme, le hockey sur gazon et la crosse lui venaient naturellement, mais c'était sa détermination infatigable qui la distinguait. Elle avait participé à l'équipe féminine de crosse des États-Unis pour la Coupe du Monde et était connue pour sa concentration intense, son style d'entraînement déterminé et la manière dont elle inspirait les jeunes joueuses. En dehors du terrain, Diane était vive, sociable et engagée. Elle vivait avec sa compagne, Sharon Smith, dans un appartement au 6e étage de Pacific Heights, à San Francisco. Un immeuble magnifique, mais avec des voisins problématiques. Juste au bout du couloir vivaient Marjorie Knoller et Robert Noel, avocats ayant un passe-temps inhabituel, s'occuper de deux énormes chiens de race Perro, de Presa Canario, Bane et Hera. Ces chiens n'étaient pas de simples animaux de compagnie. Ils faisaient partie d'un programme d'élevage lié à un chef de gang carcéral condamné à perpétuité pour meurtre. Les animaux étaient énormes, plus de 54 kilos chacun, et musclés au point d'être intimidants, même au repos. D'autres résidents s'en étaient aperçus. Les chiens couraient dans les couloirs, grognaient dans le hall et tiraient avec une force alarmante sur leurs laisses. Certains locataires s'étaient plaints, mais rien n'avait changé. Les propriétaires minimisaient les inquiétudes, insistant sur le fait que les animaux étaient mal compris. Diane, athlétique et sûre d'elle, ne montrait jamais de peur ouverte, mais évitait que les chiens quand elle le pouvait. Ce n'était pas seulement leur taille, c'étaient leurs yeux, leur disposition à attaquer, la façon dont l'atmosphère semblait se tendre quand ils étaient proches. Le 26 janvier, Diane revenait des courses, les sacs à la main, marchant dans ce couloir familier du 6e étage vers son appartement. À quelques portes de là, la porte des voisins s'est ouverte. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en quelques secondes. Une explosion soudaine de muscles, de dents et de pure puissance. Elle n'avait ni arme, ni voie de fuite, ni endroit où courir. Ce n'était ni un aboiement défensif, ni un grognement d'avertissement. C'était une attaque. Bané et Hera n'étaient même pas des animaux de compagnie ordinaires. Ils étaient des Presa Canarios, une race rare de mastifs des îles Canaries, initialement développée pour protéger le bétail et les propriétés. Mesurant plus de 2 pieds au garrot et pesant plus de 120 livres chacun, ils étaient musclés, puissants et élevés pour intimider. Entre de mauvaises mains, ils étaient plus une arme qu'un compagnon. Leurs gardiens, Marjorie Knoller et Robert Noel, étaient des avocats de la défense pénale. Mais les chiens ne leur appartenaient pas vraiment. Ils s'en occupaient pour Paul Cornfed Schneider, un membre de haut rang du gang carcéral Aryan Brotherhood,
qui purgeait une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle à la prison d'État de Pelican Bay. Derrière les barreaux, Schneider dirigeait une opération d'élevage de chiens, vendant des présas canarios comme chiens de protection, agressifs à des affiliés du gang et à des associés criminels. Par le biais de lettres et de visites en prison, Knoller et Noel se sont rapprochés de Schneider. Certains ont décrit cela comme une obsession. Ils ont accepté d'héberger plusieurs de ces chiens dans leur appartement de San Francisco jusqu'à ce qu'ils trouvent des acheteurs. Mais ce n'étaient pas des animaux bien socialisés. Les anciens propriétaires ont ensuite révélé que Bane et Hera avaient montré une agressivité sérieuse avant même que Knoller et Noel ne les prennent. Le même Schneider se vantait dans ses lettres que les chiens étaient élevés pour intimider, pas pour être amicaux. Les résidents de l'immeuble de Pacific Heights avaient exprimé des inquiétudes pendant des mois. Les chiens se jetaient sur les gens dans les couloirs, grognaient derrière les portes des ascenseurs et tiraient si fort sur la laisse que Knoller perdait souvent l'équilibre. Certains locataires modifiaient même leurs horaires pour éviter de les croiser. Des professionnels du secteur et des voisins ont averti à plusieurs reprises le couple, mais Knoller et Noel ont rejeté ces préoccupations comme des exagérations ou des préjugés contre la race. Les experts témoigneraient plus tard que les présas canarios ne sont pas des tueurs par nature, mais sans discipline, socialisation précoce et contrôle ferme. Leurs instincts de garde peuvent dégénérer en agressivité imprévisible. Bane et Hera avaient passé leur vie dans des environnements chaotiques et instables qui récompensaient le comportement agressif plutôt que de le contenir. Malgré les signaux d'alarme croissants, les chiens étaient autorisés à errer librement dans l'appartement, souvent sans muselière. La direction soutenait qu'elle n'avait pas de base légale pour intervenir, et aucune autorité n'a agi pour éliminer la menace. Lorsque Diane Whipple a croisé Bane et Hera le 26 janvier 2001, tous les avertissements avaient déjà été lancés. L'attaque qui a suivi n'était pas une tragédie accidentelle, mais l'aboutissement violent de mois, peut-être d'années, de dangers ignorés. À la fin des années 2000, les signaux d'alarme n'étaient plus occasionnels, mais constants. Les voisins de l'immeuble de Pacific Heights évitaient activement l'ascenseur si Knoller ou Noel étaient à l'intérieur avec les chiens. Certains s'arrêtaient pour écouter à la porte avant d'entrer dans le couloir. Un locataire se souvenait que Bane s'était jeté si violemment sur elle que seule la laisse, enroulée autour du poignet de Knoller, avait empêché le chien d'entrer en contact. Un autre disait que Hera avait grogné à un livreur qui déposait à peine un colis. Le gestionnaire de l'immeuble répétait à Knoller et Noel que les chiens représentaient un risque et pouvaient être un motif d'expulsion. Il l'ignorait, disant que les animaux étaient incompris et protecteurs. En dehors de l'immeuble aussi, il y eut des épisodes inquiétants. Une gardienne de chiens locale affirma avoir vu Bane attaquer un autre chien dans un parc voisin, le maintenant au sol jusqu'à l'intervention du propriétaire. Dans un autre cas, Hera aurait mordu la main d'un homme qui tentait de la caresser à travers une clôture. Même des dresseurs professionnels s'étaient exprimés. Un comportementaliste, appelé pour évaluer Bane, avait averti que le chien était hautement réactif et nécessitait une contention rigoureuse, y compris des muselières résistantes lors des sorties publiques. Ce conseil fut ignoré. La même Knoller écrivit à Paul Schneider en prison, décrivant la brillance et la loyauté des chiens, mais mentionnant aussi leur comportement imprévisible. La réponse de Schneider, de l'encouragement. Il voyait leur agressivité comme une caractéristique, non un défaut. Certains voisins contactèrent même le contrôle animalier,
mais sans morsure directe sur une personne, les options d'intervention étaient limitées. La loi, en essence, attendait une victime avant de pouvoir agir. Diane Whipple était consciente des chiens. Elle les avait rencontrés plus d'une fois dans le couloir. Des amis dirent ensuite qu'elle avait avoué se sentir en insécurité près d'eux, qu'ils la regardaient comme une proie. Mais sans actions officielles et avec l'immeuble toujours son domicile, elle n'avait guère d'autre choix que de partager l'espace. Chaque épisode frôlé, chaque plainte, chaque avis d'expert ignoré avait été un prélude. Le 25 janvier 2001 a commencé comme n'importe quel autre jour d'hiver dans le quartier élégant de Pacific Heights, à San Francisco. Diane Whipple se préparait pour un tournoi de crosse le week-end, partagé entre ses engagements en tant qu'entraîneuse et ses affaires personnelles. Elle était en forme, concentrée, et n'avait aucune idée que ces dernières 24 heures avaient déjà commencé. Dans l'appartement en face du sien, Marjorie Knoller et Robert Noel s'occupaient de Bane et Hera. Les chiens avaient été agités ces derniers jours, plus bruyants, plus nerveux. Certains voisins spéculaient en silence que c'était parce que Knoller et Noel les gardaient dans un petit appartement sans jardin, se fiant à de courtes promenades dans le couloir et des sorties dans la rue pour qu'ils fassent de l'exercice. Ce soir-là, un résident a rapporté avoir vu Knoller dans le couloir alors qu'elle tentait de maîtriser Boyne. Le grand mâle s'était précipité vers un livreur et Knoller a dû tenir fermement la laisse des deux mains. Elle a ri, minimisant la situation. Il veut juste dire bonjour. Ce n'était pas la première fois. La gestion de l'immeuble avait déjà reçu des plaintes de locataires se sentant en insécurité en passant près des chiens. Certains avaient même changé leurs habitudes quotidiennes pour les éviter. Mais sans incident physique, le propriétaire pouvait peu légalement. Ce soir-là, Diane est rentrée chez elle du travail avec des courses. Un voisin s'est souvenu avoir brièvement parlé avec elle dans le hall. Diane a dit qu'elle espérait passer un week-end tranquille après un programme d'entraînement intense. Elle souriait, elle était détendue. Pendant ce temps, à l'étage, Knoller et Noel se préparaient pour la nuit. Les chiens, nourris et abreuvés, marchaient nerveusement dans l'appartement. Leur taille et leur énergie contrastaient clairement avec l'espace réduit. Personne n'aurait pu imaginer que moins de 24 heures plus tard, ces mouvements agités se transformeraient en une violence frénétique qui mettrait fin à la vie de Diane. Mais les signaux d'alerte étaient là, les éclats, la tension dans le couloir, l'inconfort des voisins. Ils n'avaient simplement pas encore franchi le seuil pour devenir quelque chose de répréhensible. Du moins, pas encore. Lorsque les enquêteurs ont reconstitué par la suite les événements ayant conduit à l'attaque, le jour précédent a particulièrement retenu l'attention. Non pas parce qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tout semblait si normal. C'était le calme avant une tempête pour laquelle personne n'était vraiment préparé. 26 janvier 2001, fin d'après-midi. Le soleil se couchait derrière l'horizon de Pacific Heights, projetant de longues ombres dans les couloirs étroits de l'immeuble. Diane Whipple revenait des courses, un sac pendu à l'épaule et les clés à la main. Dans son appartement de l'autre côté du couloir, Marjorie Knoller se préparait à sortir Bane. Le Presa Canario de 56 kg était rempli de muscles bruts. Ses griffes griffaient le sol en bois tandis qu'il tirait vers la porte. Hera, la femelle plus petite mais tout aussi musclée, marchait derrière eux. Knoller ouvrit légèrement la porte de l'appartement et ajusta la prise sur la laisse de Bane. Sa grosse tête était déjà basse, les oreilles tendues vers l'avant, les narines dilatées. À ce moment précis, Diane sortit de l'ascenseur
et commença à marcher vers son logement. Le couloir était étroit, à peine assez large pour que 2 personnes passent confortablement, et il n'y avait aucun moyen de créer une véritable distance entre elle et le chien, qui s'approchait. Les voisins se souvinrent, plus tard, avoir entendu un seul aboiement guttural résonner dans le couloir. Bane se jeta en avant avec une telle force que le bras de Knoller fut violemment secoué. Elle tenta de se retenir, appuyant son dos contre le cadre de la porte, mais le chien accélérait déjà. Diane s'arrêta. Elle connaissait ses chiens. Tout le monde dans l'immeuble les connaissait. Ils étaient intimidants, même en laisse courte, mais il n'y avait pas de temps pour reculer. N. Le couloir était toujours silencieux les après-midi en semaine. La moquette beige amortissait les pas, et les murs pâles reflétaient les lumières fluorescentes du plafond de manière à ce que tout paraisse plat et immobile. Diane Whipple était au milieu de ce couloir, les bras chargés de course, lorsqu'elle entendit le léger clic d'une porte qui s'ouvrait derrière elle. C'était la porte de l'appartement de Marjorie Knoller et Robert Noel. La première silhouette apparue dans l'encadrement n'était pas une personne. C'était Bane. Le Presa Canario de 56 kilos remplissait le cadre comme un mur vivant de muscles. Sa tête était énorme, massive, avec des yeux qui fixèrent Diane d'une manière qui lui fit parcourir un frisson instinctif dans le dos. Son corps était déjà tendu, la queue basse, les épaules carrées, vers l'avant. Derrière lui, Hera, légèrement plus petite mais tout aussi puissante, était en alerte, le regard fixé dans la même direction. Il n'y avait pas de laisse, aucune barrière, aucun avertissement. Diane eut à peine le temps de changer la prise des sacs de course avant que Bane ne se jette en avant. Le bruit fut soudain, explosif. Des griffes griffant la moquette du couloir, son rugissement profond et guttural brisant le silence. Il couvrit la distance en quelques secondes, et l'impact arriva de côté comme un linebacker qui renverse un quarterback. Le dos de Diane heurta le mur. Les sacs s'ouvrirent, des pommes roulèrent sur le sol, un paquet d'œufs se brisa sous ce. Le premier appel au 911 est arrivé à 16h05. L'opérateur pouvait à peine entendre la voix terrifiée par-dessus les aboiements et les cris en arrière-plan. Une femme est attaquée par des chiens, elle saigne, envoyez de l'aide immédiatement. Pendant ce temps, Whipple était au sol, le sang s'accumulant sous elle. Elle ne criait plus, seulement des respirations courtes et saccadées et de faibles gémissements. Les premiers policiers sont sortis en courant de l'ascenseur. Un agent a sorti sa matraque et a frappé la tête de Bane. Un autre a poussé Hera à l'intérieur de l'appartement de Knoller et a claqué la porte. Mais Bane s'accrochait encore, sa grosse tête se tordant violemment. Il a fallu les 2 agents, l'un essayant d'ouvrir la gueule du chien avec la matraque, l'autre tirant sur le collier, pour finalement le libérer. Bane se débattait même en étant forcé d'entrer dans l'appartement. La porte s'est refermée avec fracas. Le son de ses aboiements s'est atténué, mais a encore fait trembler les murs. Les ambulanciers se sont immédiatement agenouillés auprès de Diane. Ses blessures étaient catastrophiques. Profondes lacérations au cou, perte grave de sang, possible atteinte des voies respiratoires. Ils ont commencé l'oxygène, appliqué des bandages compressifs et appelé par radio pour un transport d'urgence. La civière ne passait pas dans le couloir étroit, alors ils l'ont chargé sur une planche dorsale et l'ont porté vers l'ascenseur. Derrière eux, le sang laissait une traînée sur le tapis. En moins de 10 minutes, Diane Whipple était à l'arrière d'une ambulance, en route précipitée vers le San Francisco General. Le combat pour sauver sa vie était désormais entre les mains des chirurgiens traumatologues. Le cri de la sirène résonnait dans les rues de Homage de San Francisco,
tandis que l'ambulance filait vers l'hôpital général de San Francisco. À l'intérieur, les ambulanciers travaillaient en synchronisation frénétique sur le corps brisé et ensanglanté de Diane Whipple. La civière sous elle était imbibée de carmin. Ses lèvres pâles s'ouvraient en respiration superficielle et saccadée. Le masque à oxygène s'embuait légèrement à chaque souffle irrégulier. La tension chute à nouveau. Elle entre en choc, cria le médecin-chef par-dessus le bruit. Administrez un autre bolus de liquide à toute vitesse, répondit un autre, forçant la solution saline dans la voie intraveineuse, tandis que le conducteur évitait la circulation. Son cou présentait une profonde et irrégulière lacération dangereusement proche de l'artère carotide, et son épaule était défigurée au-delà de toute reconnaissance. Les pansements épais étaient déjà saturés, perdant du sang vif sur les côtés. Les ambulanciers savaient qu'ils gagnaient au mieux quelques minutes. Au moment où l'ambulance crissa en s'arrêtant dans la salle de traumatologie, les portes arrière s'ouvrirent en temps grand et le personnel hospitalier se précipita en avant. La civière vola dans le couloir, les roues tintinabulant sur le carrelage, l'air dense du goût métallique du sang. Femme, environ 30 ans, multiples morsures en grave de chien, perte massive de sang, voie aérienne instable. Rapporta l'ambulancier dans un bref compte-rendu. Temps estimé d'arrivée depuis la scène, 15 minutes. 2 accès veineux de gros calibre initiés, une unité de sang O négatif administrée pendant le transport. Elle perd du volume rapidement. Le chirurgien-chef de traumatologie, le docteur William Schechter, intervint, plissant les yeux devant la scène. « Bougez-vous, intubez-la immédiatement. Typage et croisement pour 6 unités. Je veux 2 autres accès veineux de gros calibre. Et connectez les poches de sang tous deux, tout de suite. » Les infirmières se jetèrent sur elle avec une expertise urgente. Les ciseaux brillèrent, arrachant les derniers lambeaux de ses vêtements. Les blessures étaient impressionnantes, des dizaines de lacérations, certaines assez profondes, pour exposer tendons et os. La pire était une mutilation irrégulière sur le côté du cou, une plaie sombre et ouverte qui battait à chaque pouls de plus en plus faible. L'anesthésiste glissa le tube respiratoire en place tandis qu'un thérapeute respiratoire commençait à presser la poire de ventilation. L'aspiration rugit, libérant la voie aérienne du sang. Les moniteurs s'allumèrent. Les pointes irrégulières dioses du rythme cardiaque déjà vacillante. « La tension est à 60 sur 30, aboya une infirmière. « Apportez-moi plus de sang O négatif, cria le docteur Schechter, serrant lui-même la plaie du pas du cou, ses mains gantées, immédiatement imbibées. La salle était un tourbillon de mouvements, un ballet d'urgence. Une équipe travaillait à arrêter l'hémorragie, une autre pompait fluide et sang dans ses veines, une troisième préparait les plateaux chirurgicaux au cas où elle pourrait être stabilisée suffisamment pour la salle d'opération. Chaque seconde semblait voler. La brutalité des blessures racontait l'histoire d'elle-même. Ce n'avait pas été une attaque rapide. Ses bras montraient des blessures défensives, muscles et peau déchirée là où elle avait tenté de se protéger des chiens. Sa poitrine présentait de profondes perforations dangereusement proches des poumons. Et son cou était une bombe à retardement. Une infirmière se pencha. Elle a froid, 92 degrés. Couvrez-la immédiatement avec des couvertures chaudes, ordonna Schechter. L'hypothermie ne ferait qu'aggraver l'hémorragie. Pendant un bref et fragile instant, la transfusion fit remonter la tension. Le moniteur cardiaque se stabilisa et l'équipe se prépara à la rouler vers la salle d'opération. Mais avant de quitter la salle de traumatologie,
L'alarme de ligne plate retentit. « Arrêt cardiaque! Commencez les compressions !» cria un médecin résident, montant sur un tabouret pour appuyer sur les compressions thoraciques. Un autre injecta une seringue d'épinéphrine dans la voie intraveineuse. La salle se tendit, toute l'attention concentrée sur l'espoir vacillant du moniteur. Un rythme revint, faible mais présent. Ils la transportèrent en courant dans le couloir vers la salle d'opération, les poches de perfusion oscillant, du sang gouttant du bord de la civière. Dans la salle d'opération, des lumières aveuglantes illuminaient le désastre de son corps. L'équipe chirurgicale travaillait à l'unisson, clampant les vaisseaux sectionnés, irriguant les plaies, aspirant le sang accumulé. Chaque clan relâché révélait une autre hémorragie cachée. L'anesthésiste annonçait les paramètres vitaux. La tension baisse à nouveau. Elle ne le supporte pas. « Connectez une autre unité », ordonna Schechter. Dans la galerie d'observation, un administrateur passa silencieusement un appel à la sécurité de l'hôpital. « Nous avons besoin que la police de San Francisco sécurise l'épreuve du patient et prépare une chaîne de conservation. » La brutalité des blessures était claire. Ce n'était pas une simple morsure de chien. C'était une scène de crime. Dehors, la salle d'attente des urgences était devenue tendue. Les policiers interrogeaient les résidents de l'immeuble, leurs voix basses et graves. Les voisins décrivaient des cris, des grognements et des coups résonnant dans le couloir. D'autres murmuraient à propos des propriétaires, les énormes chiens qu'ils possédaient et les nuisances qu'ils causaient depuis des mois. De nouveau dans la salle d'opération, la lutte échappait à tout contrôle. Chaque fois que l'équipe stabilisait une hémorragie, une autre commençait. Son corps épuisait le sang à donner, l'oxygène à faire circuler, le temps. « Encore un arrêt !» cria l'anesthésiste. Le ton de ligne plate emplit de nouveau l'air. La mâchoire de Schechter se serra. « Compressons. Allons-y. » Ils la secouèrent une fois, 2 fois, administrèrent Pons plus d'épinéphrine, plus de sang. Les mains des chirurgiens étaient fermes, mais leurs yeux trahissaient la réalité. Ils luttaient contre une marée qui ne se retirerait pas. Après plus d'1 heure d'efforts incessants, Schechter regarda sa montre. 17h50. Il retira ses gants, voix basse mais ferme. Heure du décès. 17h50. La salle d'opération tomba dans le silence. Le bourdonnement des machines, le léger sifflement de l'oxygène et le murmure des blues étaient tout ce qui restait. Un à un, les membres de l'équipe se retirèrent, visage pâle, mains gantées, tachées de son sang. Dans le couloir, une infirmière s'appuya contre le mur, respirant difficilement. Une autre s'assit, la tête entre les mains, l'image des blessures de Diane gravée dans la mémoire. En quelques minutes, les policiers se mirent en place pour sécuriser l'appartement en tant que scène de crime complète. Les techniciens en prélèvement furent appelés. La mort n'était plus un accident, c'était le début d'une enquête criminelle. Les questions flottaient lourdement dans l'air. Comment les chiens étaient-ils devenus si meurtriers? Pourquoi personne n'était-il intervenu plus tôt? Et pourquoi Diane Whipple, dans les derniers instants de sa vie, n'avait-elle eu aucune chance de s'échapper? Les réponses, ils allaient de bientôt le découvrir, étaient bien plus sombres que quiconque ne l'avait imaginé. Au moment où Diane Whipple a été déclarée morte, l'hôpital a alerté la police de San Francisco. Les agents étaient déjà sur les lieux, mais l'incident était désormais passé d'une attaque grave à une enquête pour homicide. Le détective Tom Walsh est arrivé dans l'immeuble juste au moment où les techniciens de la scène de crime photographiaient le couloir taché de sang. L'odeur de désinfectant mêlée à celle métallique du sang flottait encore dans l'air. Les voisins s'étaient rassemblés près de l'ascenseur, chuchotant. Certains pleuraient,
Une femme répétait sans cesse « Je le lui avais dit, je lui avais dit que ces chiens étaient dangereux. » Dans le hall, les agents en uniforme recueillaient aussi des témoignages. Les enregistrements de sécurité de l'immeuble, flous mais essentiels, avaient déjà été récupérés. Ils montraient le chaos après l'attaque. Un voisin courant pour appeler le 911, un résident pressant des serviettes sur les blessures de Diane et les agents sécurisant les 2 énormes chiens Presa Canario dans un autre appartement. Au crépuscule, les journalistes locaux avaient déjà reçu des nouvelles de l'incident. Au début, la ligne de presse de la police fournissait peu de détails. Nous pouvons confirmer qu'une femme est décédée des suites de blessures causées par une attaque de chiens dans un immeuble résidentiel de Pacific Heights. Mais le seul lieu suffisait à éveiller l'intérêt des rédactions de la ville. Pacific Heights, l'un des quartiers les plus chers de San Francisco, n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attendait à entendre parler d'attaques mortelles d'animaux. En l'espace d'1 heure, les camionnettes de presse s'alignaient le long de la rue devant l'immeuble, avec des journalistes diffusant en direct sous les projecteurs des caméras. À l'intérieur, les enquêteurs prélevaient des écouvillons ADN sur les chiens, mesuraient les morsures et photographiaient chaque recoin du couloir. Le motif de sang racontait une partie de l'histoire. Ce n'était pas un incident rapide. L'attaque avait été prolongée, violente et frénétique. À 19h, le bureau du médecin légiste a émis une confirmation officielle. La victime était Diane Whipple, 33 ans, entraîneuse reconnue de lacrosse au St. Mary's College. Lors du journal de 23h, son nom, son visage et sa profession étaient partout sur les écrans de télévision de la région de la baie. Mais au-delà du choc de sa mort, une question plus sombre est apparue. Comment était-il possible que 2 chiens vivent dans cet immeuble alors que tant de résidents craignaient qu'une telle chose puisse arriver? L'affaire ne concernait plus seulement une tragédie. Il s'agissait de responsabilité. Le lendemain matin, la nouvelle de la mort de Diane Whipple dominait les gros titres dans toute la Californie. Des photos de l'entraîneuse de lacrosse énergique et athlétique étaient affichées aux côtés d'images inquiétantes des 2 imposants Presa Canario, Bane et Hera, dont la pure grandeur et puissance étaient déjà célèbres. Les voisins exprimaient ce que beaucoup redoutaient depuis des mois. Les chiens étaient dangereux. Leurs propriétaires ignoraient les plaintes. Le fait qu'ils soient liés à un chef de gang incarcéré ne faisait qu'accroître l'indignation publique. Des bougies, des fleurs et des notes manuscrites commencèrent à apparaître devant l'immeuble où vivait Diane. D'anciens joueurs et collègues la décrivaient comme une entraîneuse et mentor dévouée, dont l'énergie remplissait chaque pièce où elle entrait. Mais la douleur se transforma rapidement en colère. Comment pouvait-on permettre à 2 avocates de posséder des animaux avec un tel potentiel de violence dans un immeuble densément peuplé? Pourquoi n'avait-on pas agi face aux avertissements précédents? Les procureurs annoncèrent bientôt des accusations sans précédent. Homicide au second degré contre Marjorie Knoller et homicide involontaire contre son mari, Robert Noel. L'affaire deviendrait l'un des procès les plus suivis de l'histoire de San Francisco et un moment historique pour tenir pénalement responsables les propriétaires de chiens pour des attaques mortelles. Pour les proches de Diane, ce n'était que le début d'une longue lutte pour la justice.